Ok, ok, bonsoir à tous, bonjour, bonjour. Bienvenue sur le stream. J'espère que tout le monde, m'entend. Oh mon dieu, j'ai oublié de cut quelque chose. Je suis sur le live en même temps. Il va y avoir un écho abominable. C'est bon, j'ai fermé le live. Normalement tout fonctionne. Désolé, on a 3 minutes de retard. Il y avait un problème de bitrate envoyé par seconde. Là, j'ai pas trop suivi le truc sur mon appli. Mais en gros, Twitch limite à 10 000 et j'en envoyais à 6 000 pardon, et j'en envoyais 60 000. Donc tout va bien. J'étais totalement dans les limites. Bref, bonjour à tous, bienvenue pour ce tout premier stream de mon jeu de rôle, de mon univers, tout ça, pour de vrai cette fois. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, j'ai déjà fait des streams par le passé sur des jeux de rôle qui utilisaient le même système, mais c'était à une étape très miteuse. Là ça y est, ça fait des mois que je travaille dessus d'arrache-pied et c'est enfin une version acceptable. Donc je suis pas tout seul aujourd'hui pour faire du jeu de rôle parce que ça aurait été un peu triste. Je suis accompagné de 6 amis, 6 camarades qui vont me suivre durant toute cette campagne. Donc voilà, dites bonjour, soyez pas timides. Bonjour, Hello. Bonjour. J'ai eu peur à ce que ce soit très flopesque, mais c'est bon. Ils Ils ont suivi. Ils ont suivi. Bien pas loin. Ils étaient attentifs, merci à eux. Donc je suis en présence du coup de Lily, de Pata, de William, de Nicolas, de Elsky et de Margot. Donc voilà, donc 6 joueurs absolument grotesques qui vont du coup pouvoir vivre absolument la meilleure aventure de nos vies, finalement. Donc voilà. Alors, on va pas perdre plus de temps que ça par rapport au live. On va directement partir dans le vif du sujet, dans les méandres de cette nouvelle campagne, de cette nouvelle aventure. Donc, dans les grandes lignes, Realms, qu'est-ce que c'est? C'est un univers de fantasy qui se base sur une histoire qui se cherche réaliste dans un univers magique, donc forcément qui ne correspond pas aux normes de notre société actuelle. Et dans un univers médiéval du coup, donc épée, bouclier, boule de feu, tout ça vous connaissez. Nous avons du coup 6 personnages qui sont tous différents, qui viennent tous de milieux plus ou moins éloignés, qui sont séparés sur le continent et même plus encore, puisque certains viennent de contrées exotiques. Et du coup, donc on va commencer aujourd'hui avec l'introduction de notre tout premier personnage, puisqu'il s'agit de Ida. Donc Ida. Qu'est-ce que c'est Ida? C'est un jeune homme qui vivait dans les montagnes. Et c'est d'ailleurs... Attendez, excusez-moi, je viens d'y penser, hein, mais c'est le moment d'introduire le changement des musiques. Incroyable. Ça me fait penser que par rapport aux musiques, s'il y a des petits artefacts sonores, c'est normal, on utilise un moyen très technologique pour avoir la musique qui est un peu miteux. Et du coup normalement si je fais ça, voilà, petit changement d'ambiance. Voilà, donc je reprends. Donc Ida est un jeune homme qui vivait dans un village dans les montagnes avec sa famille. Donc dans sa famille il y a un père, il y a une mère, il y a un frère et une sœur. Et tout ce petit monde vit une vie plutôt calme. Les journées sont remplies d'un travail intense, car la vie n'est pas facile dans les contrées un peu perdues comme ça. Le père d'Ida est propriétaire d'une ferme dans laquelle il élève des chèvres. Il vend les mâles pour qu'ils soient mangés et il garde les femelles de manière à avoir d'autres enfants chèvres et pouvoir récupérer le lait avec lequel il fait du fromage. C'est un business qui fonctionne correctement, hein, c'est-à-dire que c'est pas... voilà, il engrange pas des millions, mais largement suffisamment pour pouvoir avoir une vie plus que modeste dans leur petit village. La vente de ce fromage de chèvre marche plutôt bien. Le fromage en lui-même
n'a rien d'exceptionnel. Mais il se trouve que ces montagnes sont sous la surveillance, entre guillemets, sous la bénédiction de la déesse Rhea. Et il est bien connu pour tous les habitants de ces fameuses contrées, qui sont également des disciples, du coup, pour la grande majorité de cette fameuse déesse, que cette déesse adore le fromage de chèvre en général. Et du coup, bah, la ferme du père d'Ida est un moyen facile de pouvoir subvenir aux besoins en fromage de chèvre de la déesse. Donc les gens passent régulièrement acheter une petite tome ou deux pour aller l'offrir à la déesse en offrande. Donc tout le monde est content. Sauf que, voilà, tout ne peut pas bien se passer. Il se trouve qu'un jour, le père d'Ida va attraper une maladie dont Ida ne connaît rien, dont sa famille ne connaît rien, qui est très particulière et qui va beaucoup affaiblir son père et qui va en plus de ça lui paralyser les bras. Donc, comme vous vous doutez, avec 2 bras en moins, c'est beaucoup plus difficile de faire du fromage d'un coup et de s'occuper des bêtes. Donc forcément la charge de travail du père n'est plus assumée par ce dernier et bah, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Donc évidemment la famille redouble d'efforts, la mère commence à s'investir de plus en plus dans la gestion des bêtes, les enfants essayent d'aider du mieux qu'ils peuvent le commerce, mais c'est pas pareil. Il y a 2 bras en moins qui étaient les bras les plus efficaces, qui étaient habitués à ce métier. Et petit à petit, on voit que la production n'est pas suffisante pour assumer les besoins de toute la famille. Le père d'Ida assume ses responsabilités en tant qu'homme de la famille et, et décide de faire un pari risqué. Il se trouve qu'il connaît très bien un homme euh, qui possède une grande somme d'argent, puisqu'il s'agit d'un noble du pays, donc qui fait partie d'une famille qui a beaucoup de puissance dans l'Empire du Tar. Donc c'est pas n'importe qui, quoi. Et il se trouve que ce noble, pourquoi est-ce que je vous parle de lui, c'est parce qu'il a un accord commercial avec le père d'Ida pour lui acheter des grandes quantités de fromage qu'il vend ensuite dans les bourgs à proximité. Un accord qui est très avantageux, que ce soit pour le père d'Ida, auquel ça lui permet d'écouler un stock de fromage qu'il ne pourrait pas écouler sinon, mais aussi pour ce noble qui se fait une marge généreuse là-dessus. Du coup, le père va voir ce noble et lui parle de sa maladie et lui dit qu'il aurait besoin d'un prêt pour commencer un remède coûteux et également pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Parce que dites-vous que le toit en paille et chaud commence à s'affaisser sous la pluie. Donc il y a des travaux à faire. Les bêtes commencent à coûter cher. Le revenu ramené des fromages n'est pas suffisant pour les nourrir. Donc certaines ont déjà commencé à être vendues dans l'espoir de réduire la consommation des bêtes tout en essayant de mettre un peu d'argent de côté pour commencer le remède du père et pouvoir réparer la maison. Donc voilà, donc l'argent commence à devenir une réelle nécessité pour cette petite famille. Le noble accepte de faire un premier prêt d'une valeur de 15 000 ducats. Une somme très généreuse dans leur situation, puisque ça va leur permettre de payer la grande majorité du remède, ainsi que les travaux pour la maison. L'argent est donc récupéré, le père d'Ida rentre à la maison, annonce la bonne nouvelle à la famille. Tous sont très heureux. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent s'arrêter de travail, le travail doit continuer, mais au moins, le remède peut commencer, donc le père a une chance de s'en sortir, et la maison est retapée dans les mois à venir. Après plus d'un an d'attente, le remède commence à faire effet. Le père commence à retrouver l'usage de ses mains, bien qu'il reste très affaibli. Et la vie semble reprendre un petit goût d'espoir. Cependant, un an, ça commence à être un sacré moment, et un homme, un jour, vient toquer à la porte de la maison du domaine familial.
Cet homme, il s'agit d'un mercenaire payé par cette fameuse famille noble afin de récupérer des informations sur où en est l'argent, finalement. Où en sommes-nous? Le père Dida lui explique qu'il a commencé le remède, que le remède est efficace, qu'il va pouvoir reprendre le travail et qu'ils ils peuvent voilà, trouver un arrangement, vendre quelques biens et tout pour commencer à rembourser. Et le mercenaire explique au père que effectivement c'est super tout ça, mais que s'ils ne peuvent pas rembourser aujourd'hui, la somme ne sera plus la même. Et qu'au lieu de 15 000 ducats, ils vont devoir en rendre 20 000. Donc là, bon, pas une très très bonne nouvelle, hein. Disons que l'inflation est assez vénère. Donc la famille bon, aimerait se plaindre de cette injustice, mais essaye quand même de voir le positif. Le remède est efficace, ils vont potentiellement réussir à en voir le bout, ils ont juste à rembourser ça, et ce sera derrière eux. Le père Dida décide donc de se remettre au travail malgré ses blessures, malgré le fait qu'ils doivent se reposer, malgré le fait que le remède ne soit pas entièrement terminé, afin de sortir sa famille de cette situation très délicate. De nombreux mois s'écoulent où Ida, qui est encore un peu jeune, qui n'a pas les capacités physiques d'assumer la charge de travail de la famille, est obligé de regarder son père s'abîmer au travail alors qu'il devrait se reposer et attendre que le remède fasse plus effet. La situation évidemment n'est pas du tout agréable pour le père Dida, qui manque de force pour être aussi efficace qu'il devrait l'être. Donc le travail est un peu bâclé, on sent que c'est très difficile pour ce dernier. D'autant que, comme je vous l'ai dit, le remède a besoin que la personne se repose pour être très efficace. Donc l'évolution de la maladie n'est pas au meilleur de sa forme. Disons que clairement ça ne va pas en s'arrangeant. Mais voyons le côté positif des choses. Le travail avance bien, l'argent rentre dans les caisses du foyer. Et après une année supplémentaire, la somme des 20 000 ducats est enfin réunie. Et le remboursement de cette fameuse dette va enfin pouvoir être effectué. Donc ça y est, un grand moment de joie dans la famille lorsqu'ils comprennent que la somme est enfin réunie. Et ils n'ont plus qu'à attendre la venue du mercenaire pour lui donner la somme d'argent attendue et enfin reprendre leur vie comme si toutes ces mauvaises passes n'étaient jamais arrivées finalement. Et effectivement, quelques semaines plus tard, le mercenaire arrive. Voilà, il ne se fait pas attendre plus que ça. Et comme à chaque fois, il toque à la porte et il discute avec le père d'Ida. Le père lui montre la somme d'argent, donc les 20 000 ducats comme convenu, et se réjouit de pouvoir rembourser. Mais voilà, vous me voyez venir, le mercenaire n'est pas satisfait, car le prix a encore augmenté. Et maintenant il faut 27 500 ducats. Donc, une somme qu'évidemment la famille d'Ida n'a pas en sa possession à ce moment-là. Et qui est plutôt imposante. Le père explique que d'ici quelques mois il pourra trouver la somme nécessaire. Mais le mercenaire ne veut rien entendre, il lui dit qu'il faut que le paiement soit effectué maintenant. Ou que ça va commencer à être bizarre, dirons-nous. Le mercenaire propose donc un arrangement au père qui est qu'il accepte lui-même de payer la somme manquante s'il peut repartir avec la fille du père, donc la sœur d'Ida. Évidemment, vous comprenez tous ce que ça sous-entend. Et le père s'oppose formellement à cet accord, à ce deal, si on peut appeler ça comme ça. Et explique qu'il préférerait mourir plutôt que de voir sa fille repartir avec cet escroc.
Et évidemment, ce mercenaire, dans sa grande bonté d'âme, se sent obligé d'accéder à la demande du père d'Ida, dirons-nous. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est que ce fameux mercenaire va battre à mort le père d'Ida avant de récupérer tous les biens qu'il pourra essayer de revendre sur la route dans le domaine familial et de partir évidemment avec la somme d'argent qui l'attendait. Lorsqu'Ida rentre de son travail et qu'il voit l'état du domaine familial, autant vous dire que ce jeune homme a la vie déjà pas facile, n'est pas au meilleur de sa forme, pour être tout à fait transparent. Peut-être qu'il se laisse consumer par une certaine rage, peut-être qu'il essaye de chercher un coupable à cette situation, qu'il en veut à ce mercenaire, qu'il en veut à cette famille noble. Peut-être qu'il en veut à la déesse qui est censée veiller sur ces montagnes et qui ne s'est pas présentée les 3 fois où sa famille avait besoin d'elle. La première fois lorsque son père est tombé malade et les 2 fois suivantes lorsque le mercenaire est venu escroquer cette petite famille. Mais surtout, la personne à qui il en veut le plus, c'est à lui-même. Parce qu'effectivement, s'il avait été plus fort, s'il avait travaillé plus dur, s'il avait réussi à trouver un moyen de récupérer une somme d'argent plus conséquente pour aider ses parents, il sait que s'il avait été meilleur, tous ces problèmes auraient été résolus très rapidement. Mais c'était là trop tard. C'était là trop tard. Le père est mort, voilà, bien comme il faut. Et la situation familiale semble désespérée. Effectivement, maintenant que le père est mort, que les bêtes ont été vendues pour la plupart, que tous les biens familiaux ont été essorés de manière à pouvoir remplir la somme d'argent nécessaire pour rembourser leurs dettes. Cette famille semble dans une impasse pour la suite. Ida décide donc de partir de ce domaine familial, de quitter sa famille, afin de leur enlever une bouche à nourrir premièrement, mais surtout dans une quête de vengeance, dans un sens, mais surtout une quête personnelle, à la recherche de plus de pouvoir, que ce soit pour protéger sa famille dans le futur, ou pour venger son père. Une quête dans la recherche de richesse, que ce soit toujours dans la même optique de protéger sa famille, ou de venger son père, parce que voilà, vous n'êtes pas sans savoir que pour s'attaquer à des nobles, il ne faut pas simplement une grosse épée, il faut aussi les moyens de se protéger par la suite et même d'accéder à ce fameux noble. Et dans un élan de chance, si je puis appeler ça, il va tomber sur une annonce qui se nomme l'appel d'Uttar. Cette annonce est comme un renouveau dans l'espoir d'Ida. Parce qu'en effet, il se trouve qu'une merveilleuse offre est proposée par l'Empire d'Uttar. Cette offre, c'est de réunir le plus de personnes possible dans tout l'Empire, afin de mener une immense expédition sur les terres de Braeb. Braeb, qu'est-ce que c'est? Braeb, c'est une terre voisine de l'Empire d'Uttar, qui est un royaume qui fait partie d'une autre alliance sur le continent. Et il se trouve que Braeb et Uttar ont été en guerre durant les 11-12 dernières années, et que cela fait 1 ou 2 ans que Uttar a gagné la guerre et a pris le contrôle du territoire de Braeb. Et au sein des terres de Braeb, il y a une immense forêt, et dans cette forêt, on a trouvé 42 ruines qui étaient interdites d'accès à l'ancienne population.
Et le but de ces expéditions organisées par l'Empire, c'est justement d'aller dans ces ruines et de découvrir quels sont leurs secrets, quels sont les trésors qu'on peut y trouver, avec comme objectif de collecter pour l'Empire tous les objets magiques, tous les fragments d'histoire, tous les artefacts, toutes ces choses-là. Quelle est la promesse tenue par l'Empire? C'est que tous ces objets seront rachetés à prix d'or par l'Empire et que toutes les découvertes qui n'intéressent pas l'Empire pourront être gardées par les gens les ayant faites. Donc si jamais vous allez dans les ruines et que vous tombez sur un sac plein de pièces d'or, ce sac est à vous, car il n'intéresse pas l'Empire. Évidemment, c'est un moyen exceptionnel de trouver des richesses et c'est aussi un très bon moyen de gagner en puissance, que ce soit en rencontrant des aventuriers plus forts ou tout simplement via l'expérience. Ida part donc dans cette grande aventure et il se retrouve très rapidement au campement de l'expédition qui, en plus, le hasard fait bien les choses, n'était pas très loin de son village d'origine. Une fois là-bas, il va rencontrer un groupe avec lequel il va vivre cette aventure dans les ruines. Et au sein de ce fameux groupe, nous allons du coup présenter le second personnage qui n'est autre que... J'arrive. Était de l'autre côté. Qui n'est autre que... Du coup, Marcus. Ah. Marcus fait donc partie du groupe d'Ida ainsi que deux autres aventuriers. Et un seul autre aventurier, pardon, j'ai menti. Marcus, lui, son histoire est un peu plus simple. Mais étant donné que ce n'est pas un grand bavard, nous n'en savons pas tant que ça. La chose que nous savons actuellement, c'est que Marcus est un homme bien formé, dirons-nous, qui a des capacités physiques étonnantes, mais appréciées, surtout lorsque nous partons pour une expédition en terre inconnue. Et que si lui il a répondu à l'appel du Tard, c'est parce qu'il a été forcé par son père dans l'objectif de lui faire apprécier la vie militaire et la vie de combattant. Donc naturellement on se demande qu'y a-t-il de mal à la vie de militaire et la vie de combattant. Alors Marcus n'est pas forcément en opposition à cette vie là, mais la vraie passion de Marcus c'est le métier de charpentier, voilà, qui n'a du coup rien à voir avec tout ce que nous allons faire durant cette campagne. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est un autre débat. Ce qui compte c'est que Marcus, lui, s'il fait ses expéditions, c'est pour faire plaisir à son père, pour que ce dernier le laisse tranquille, dans l'espoir de, une fois de retour au village, pouvoir tout simplement vivre de sa passion qui est la charpenterie. Mais voilà, il va y avoir des petites magouilles au sein de ces expéditions. Il va se passer plusieurs expériences très particulières. Notamment, voilà, un tout petit détail, pas du tout important, mais le fait que lors de cette expédition, Marcus, Ida, accompagnés de leur fameux camarade Séquin, vont arriver au bout de ces fameuses ruines et vont découvrir une sorte de prison runique au fin fond de ces ruines. Et évidemment, hein, mettez 3 humains dans une prison runique millénaire et qu'est-ce qui se passe? Ils foutent le bazar. Et il se trouve qu'ils ont ouvert cette fameuse prison runique au bout de cette expédition. Et que dans cette prison runique étaient enfermés ceux qui s'apparentent à un démon. Voilà, ce démon répond au nom de Xorun. Et c'est pas une bonne nouvelle. Voyez-vous, on pourrait se dire que c'est qu'un démon de plus, c'est qu'un démon de moins. Problème étant que sur la surface de la Terre, cela fait 300 ans que nous n'avons pas vu de démon. Cela fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de démon que pour la majorité des gens qui parcourent la Terre, les démons n'ont jamais existé. Ce ne sont que des légendes, ce ne sont que des histoires. Bon, du coup, mauvaise nouvelle, ce ne sont pas que des légendes, en tout cas il y en a au moins un qui existe, hein, puisque du coup Marcus, Ida l'ont rencontré. Et bien qu'ils aient réussi à s'enfuir et à survivre à cette rencontre, ils n'avaient pas l'air quelqu'un de bien, dirons-nous. Voilà, ça n'avait pas l'air agréable de fréquenter cet individu.
De retour au campement de l'expédition, après leur longue exploration des ruines, ils ont pu vendre beaucoup d'objets qu'ils avaient trouvés là-bas et expliquer aux gardes sur place leur fameuse découverte, hein, le- l'arrivée du démon sorti de nulle part, le fait que, enfin les enjeux que ça relève, hein, parce que ça veut dire que les démons existent. S'il y en a un qui a été, qui existe, il y en a probablement d'autres qui existent aussi. Et la dernière fois que les démons ont parcouru le sol de Comines, donc Comines c'est le nom du continent sur lequel ils sont, autant vous dire que c'était pas très agréable puisque cette ère là s'appelle le règne démoniaque, pas pour rien. Hein. Les humains étaient chassés comme du bétail, les dieux étaient impuissants à cette époque là, donc les heures les plus sombres de l'histoire étaient assimilés à ces démons et on n'a pas trop envie de voir leur retour sur la Terre. Donc évidemment, lorsque ce premier groupe vient expliquer aux responsables du campement de l'expédition que les démons existent et qu'ils ont été libérés, ah, les gardes sur place se questionnent, ils sont en mode qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, ce sont des légendes, vous mentez finalement, c'est pas possible. Vous essayez d'utiliser une excuse pour essayer de cacher des objets que vous ne voulez pas nous donner ou que sais-je. Problème étant qu'un autre groupe qui n'a aucun rapport avec Marcus et Ada vient expliquer que eux aussi ils ont découvert un démon. Et encore un groupe. Et encore un groupe. Et encore un groupe. Et encore un groupe. Et ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Là, les informations sont toutes cohérentes entre elles alors que les groupes n'ont jamais échangé entre eux. Et surtout, il y a beaucoup de groupes qui ne reviennent pas. Ça commence à être très long. Les premiers groupes à être partis lors de ces expéditions, les 8 premières diligences, ne sont jamais revenus. Alors qu'elles sont parties bien avant le retour des autres. Ce qui soulève des questions, évidemment. Mais voilà. L'expédition est terminée. Ida a réussi à mettre de l'argent de côté. Marcus aussi. Séquin repart dans son aventure de son côté. Ils ne sont plus que deux à rester sur place. Mais s'entendant très bien et commençant à créer des liens, ils décident de rester quelques jours de plus au campement de l'expédition. Puisque voilà, ils sont nourris, logis, blanchis. Donc pas besoin de s'embêter plus que ça par rapport à la question monétaire. Et ça leur permet voilà, de faire connaissance, de créer un contact plus fort. Et surtout ça permet à Marcus de rester loin de la pression de ses parents. Et à Ida de changer d'air. Parce qu'il sait que s'il retourne auprès de sa famille, les mémoires de sa propre faiblesse vont ressurgir, alors que là, lorsqu'il est avec son ami Marcus et qu'il vit des aventures loin de sa famille, ça lui permet de se changer les idées. Mais voilà, comme vous l'avez compris, tout ne se passe pas bien dans cette histoire. Et un jour, alors qu'ils sont encore au campement de l'expédition et qu'ils ne se soucient pas de la suite, de la suite tout simplement, une suite, dirons-nous, de diligences arrive au campement de l'expédition. Alors ces diligences sont aux couleurs du tard, jusque là rien de choquant puisque nous sommes sur les terres de l'Empire, mais il y a une grande quantité de soldats, ce qui est étonnant. Ida se pose des questions sur ce qui se passe, décide de s'approcher un peu et c'est là que ça commence à être bizarre, puisqu'en fait ces soldats décident tout simplement d'arrêter, avec des guillemets, Ida. Alors pourquoi des guillemets? Parce que alors il n'est accusé de rien pour l'instant, il ne va pas finir sa vie en prison, et sa tête va rester sur ses épaules, rien de grave pour le moment. Il est simplement amicalement convié à suivre les soldats les plus puissants de l'Empire jusqu'au palais de l'impératrice, afin qu'il puisse témoigner de ce qu'il a vécu dans les ruines auprès de cette dernière. Alors évidemment, quand je vous dis suivre amicalement, enfin convier amicalement,
de suivre les gardes les plus puissants de tout l'Empire, je veux dire que s'il refuse, ça va mal se passer pour lui. Donc, étant donné qu'il est très gentil et pas du tout forcé, il accepte la proposition des soldats. Euh, mais dans un énième élan de chance, dirons-nous, il ne sera pas seul, hein, puisqu'évidemment Marcus est arrêté aussi. Toutes les personnes ayant témoigné la réapparition des démons et étant encore au campement de l'expédition sont arrêtés. Ils sont tous mis dans des diligences par groupe de 3 ou 4 et envoyés vers l'Empire. Alors comme vous l'avez entendu, j'ai dit par groupe de 3 ou 4. Et évidemment, Séquin n'étant plus là, c'est une nouvelle personne qui va être introduite. Cette nouvelle personne, il s'agit de Arc. Alors Arc, une histoire tout aussi joyeuse, puisque Arc à l'origine est une jeune herboriste de Caelrim d'Aora. Alors Caelrim d'Aora, ça tombe bien puisque c'est la capitale de l'Empire du Tar. Et c'est la destination du coup de ce nouveau groupe de ces fameuses diligences. Donc un retour à la maison express pour Arc. Donc elle devrait être contente. Bon, je pense que les gardes la font déchanter un peu, mais bon, voilà, elle retourne à la maison. Donc c'est une jeune herboriste de Caem d'Aora, elle vit en périphérie avec sa mère, où elle récolte des plantes, voilà, elle aide sa mère dans son métier d'herboriste. Mais, voilà, si elle est herboriste, si tout se passe bien à Caem d'Aora, qu'est-ce qu'elle fait aux expéditions du Tar? Eh ben, là est le hic, c'est qu'en fait sa mère, lors d'une j'allais dire une partie d'herboristerie, mais c'est pas trop comme ça qu'on dit, mais vous comprenez l'idée, mais lors d'une récolte, comme tous les jours, a fait une mauvaise rencontre. Arc n'a hélas pas vu quelle était cette fameuse rencontre. La seule chose qu'elle a vue, c'est le corps de sa mère se changer en pierre. Voilà, une expérience pas du tout traumatisante pour la jeune femme qui toute sa vie n'a connu que sa mère et qui vivait une relation de famille très modeste mais presque idyllique, une relation très fusionnelle qui est brisée de manière assez violente par cet événement imprévisible. Et Arc du coup a d'abord essayé de se tourner vers les plantes qu'elle connaissait, vers le marchand à qui elle vendait les plantes dans l'espoir de trouver un apothicaire qui aurait des potions pour soigner le mal dont est atteinte sa mère. Mais aucune solution ne s'est présentée à elle. Donc forcé de constater que les plantes ne lui amèneront aucune solution, Arc s'éloigne petit à petit de sa passion pour les plantes et se concentre sur d'autres arts, dirons-nous. Notamment celui des malédictions. Dans sa recherche d'informations sur la maladie de sa plante, la maladie de sa mère, pardon. La malédiction même plutôt de sa mère, parce que ce n'est pas une maladie commune. Les gens ne se pétrifient pas comme ça instantanément comme un rhume. S'est rendu compte que les connaissances sur les malédictions étaient très cachées. Les informations disponibles au public sont très maigres. Et que ce n'est pas avec les fameuses informations qu'elle avait qu'elle allait pouvoir sauver sa mère. Donc lorsqu'elle est tombée sur cette annonce, les fameuses expéditions du Tar, elle s'est dit que c'était un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes qui allaient peut-être pouvoir l'amener sur une piste plus probante. Que c'était également un bon moyen d'avoir des moyens pour pouvoir payer cette fameuse piste une fois qu'elle se serait présentée à elle, parce que une bénédiction suffisamment puissante pour soigner une malédiction de ce type va très certainement nécessiter des ingrédients à fort coût ou de rencontrer quelqu'un qui n'acceptera pas de faire ça gratuitement. Enfin bref, l'argent est toujours une solution ou au moins une facilitation pour les problèmes qu'on a. Et en plus, si jamais elle tombait par miracle sur un artefact permettant de sauver sa mère ou quelque chose comme ça,
Ah, c'est du plus, on ne va pas se plaindre. Donc, bah, elle aussi, elle a fait ses fameuses expéditions, et elle aussi, elle est arrivée jusqu'au bout avec son groupe, et elle aussi a libéré un démon. Donc merveilleux. Ce petit groupe, une fois dans ces fameuses diligences en route vers Kael'rim Daora, ont le temps de faire connaissance, de discuter un petit peu de leur situation, et vont se rendre compte que ce sont trois personnes honnêtes, euh, voilà, simples, gentilles, voilà. Des gens dignes de confiance sur le papier. Donc forcément, un lien se crée naturellement entre eux, bien que faible, il reste existant. Mais bon, comme depuis le début de cette introduction, à chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, il y en a une mauvaise qui vient contrebalancer cette histoire. Et l'arrivée à Kael'rim Daora ne se fait pas attendre. Et une fois sur place, ils sont amenés directement au palais, où ils sont pour l'instant mis dans une pièce à l'écart, en attente de leur témoignage, voire procès, hein, au vu de la manière dont ça se passe. Les groupes sont entendus séparément. Donc Ark est entendu seul, tandis que Marcus et Ida restent dans la salle en attendant leur tour. Lors de ce témoignage, beaucoup de questions vont être posées à Ark sur la manière dont elle a exploré les ruines, la manière dont elle a découvert la prison runique. Comment est-ce qu'ils ont fait pour l'ouvrir, l'apparence du démon, s'ils ont des informations supplémentaires, ce genre de choses. Ark ayant vécu une histoire très stimulante et ayant combattu le démon même à la fin, bon, très faiblement, mais elle a quand même donné tout ce qu'elle pouvait, avait beaucoup d'informations à partager par rapport à ça. Il y avait également une autre info qui faisait partie du package avec Ark, puisqu'il se trouve que lors de son aventure dans les ruines, elle avait rencontré un certain Romain de la Croix. Et Romain de la Croix, c'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'un des membres de la famille du dieu Hélios. Et Hélios n'est pas n'importe qui non plus, puisqu'il s'agit du dieu protecteur de Kael'rim Daora, et aussi potentiellement l'un des dieux les plus puissants qui existent à ce moment-là. Et Romain, qui malgré son lien de famille avec Hélios était d'un humain, a succombé à la rencontre avec le démon. Qui évidemment est une nouvelle qui passe assez moyennement auprès de la chambre de l'impératrice, puisque les différents nobles sont très étonnés de cette nouvelle, puisque Romain faisait partie des meilleurs épéistes de la capitale. Donc le fait qu'il soit vaincu dans cette promenade de santé qu'auraient dû être les expéditions du Tar, les laisse très perplexes. Ark va notamment être accusé de mentir et d'avoir été à l'œuvre de l'assassinat de Romain. Mais l'impératrice, qui avait assisté à l'entièreté de ce fameux témoignage, et qui avait été très silencieuse durant tout le témoignage du coup, va enfin décider de parler pour prendre la défense de Ark. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis le seul à entendre la musique exploser là? Ok, attends, il y a un petit problème avec la musique. Ah d'accord, j'ai un bug Discord, j'arrive, excusez-moi. Hein. Ok, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est bon, oui. Oui, Oui, c'est mieux. ok, excusez-moi, ma connexion a explosé, voilà. Très bien, donc fin de l'explosion de la connexion, reprenons. Hop, très bien. Donc, je disais, l'impératrice va prendre la défense de Ark et expliquer que le groupe
n'aurait pas pu être en capacité de vaincre Romain dans un combat à la loyale, et que même s'ils avaient décidé de l'attaquer lors de la découverte d'une créature et que ça les avait surpris ou que sais-je, enfin que ça l'avait surpris pardon ou que sais-je, du coup ça rendrait véridique le fait qu'il y avait effectivement une créature au fin fond de ces ruines suffisamment puissante pour rendre la situation avec Romain suffisamment complexe pour que ce dernier meure. Parce qu'on parle quand même de l'un des meilleurs épéistes de la capitale, donc il va pas juste mourir dans un combat avec 3 pecnos. Enfin, on rappelle que dans le groupe il y avait un herboriste, un ancien marin, enfin voilà, ce sont des gens communs. Ils ne peuvent pas affronter un épéiste avec accompagné de la bénédiction d'Hélios, avec des pouvoirs magiques phénoménaux. Mute-toi Elska s'il te plaît. Et du coup, évidemment, la parole de l'impératrice étant beaucoup plus importante que celle des petits nobles de la chambre qui se plaignent, Arc est donc libéré après ce témoignage. Du coup, un petit peu étonné de ce qui vient de se passer, elle rentre chez elle, où elle va reprendre un petit peu sa vie d'herboriste temporairement, le temps de se remettre un peu de ce qui vient de se passer, hein, parce qu'on rappelle qu'elle a rencontré un démon, qu'elle a rencontré l'impératrice du Tar, qu'elle a failli être accusée du meurtre de l'une des personnes les plus importantes de la capitale, avant d'être libérée. Enfin bref, l'ascenseur émotionnel était réel. Donc, très ravi de ce qui se passe, mais avec un besoin de faire une petite pause pour se remettre de ses émotions. Mais maintenant c'est au tour d'Ida et de Marcus. Le témoignage va se passer à peu près de la même manière. On va leur demander des explications sur ce qui se passe, de raconter leur histoire, comment est-ce qu'ils ont vécu les différentes scènes. Mais cette fois ça ne va pas se passer exactement pareil. Alors déjà eux ils ne sont pas accusés du meurtre de Romain, bonne nouvelle. Mais cette fois l'impératrice a l'air plus intéressée que lors du témoignage de Arc. Cette fois elle a l'air beaucoup plus sur ses gardes. Voilà, vous allez me dire mais pourquoi Arc avait quand même était quand même accusé d'avoir tué Romain. Là on parle d'un charpentier et d'un éleveur de chèvres. Qu'est-ce qui a pu quelle est la différence? Eh bien, il se trouve qu'il y a un détail dans cette histoire qui est bizarre. Parce que voyez-vous, quand on signait pour les expéditions du Tar, le deal était simple. On allait dans les expéditions, on explorait l'entièreté des ruines, on récupérait les artefacts, les objets magiques, ce genre de choses, et on les ramenait au campement, on faisait un rapport sur tout ce qu'on avait découvert, et on cédait nos objets à Utar en échange d'une forte somme. Et l'impératrice ne peut pas s'empêcher de remarquer 2 choses. Ces 2 choses vont être la lance d'Ida et l'un des yeux de Marcus. Parce qu'il se trouve que Ida et Marcus, dans ces ruines, ont pu faire une rencontre particulière avec un individu particulier, et que lors de cette rencontre ils ont obtenu du coup chacun un artefact. Mais cet artefact ne venait pas des ruines. Ils ont dû acheter cet artefact, ils ont dû payer un coût. Du coup, naturellement, ils sont partis du principe que ces artefacts ne faisaient pas partie du deal du Tar. Mais l'avis de l'impératrice n'est pas le même, puisque cette dernière remarque une aura autour de ces objets qui pourrait être assimilée à celle d'un démon. Ah, autant vous dire que ça la fout mal, hein. 300 ans sont démons sur la surface de la Terre, puis du jour au lendemain ils réapparaissent,
Et parmi le groupe d'individus qui font partie de cette fameuse histoire de réapparition des démons, il y a 2 pecnos en face de toi qui ont la même aura que ces derniers. Ah, c'est bizarre, hein. Quelle est cette histoire? Et évidemment, dans leur histoire, Ida et Marcus ont malencontreusement oublié de parler de cette fameuse rencontre. Autant vous dire que c'est tout bonnement catastrophique. Voilà. Puisque cette fois, la chambre de l'impératrice est plutôt silencieuse. Mais l'impératrice, elle, ne va pas laisser passer ça. Elle va d'abord questionner les 2 personnes sur ces artefacts. Mais leur réponse ne sera pas satisfaisante. Et au vu de l'insatisfaction de l'impératrice, Marcus et Ida vont être mis en prison. Tout simplement. Donc un début d'aventure compliqué. Donc Ida et Marcus sont dépossédés de leurs artefacts. Donc oui, hein, vous avez bien entendu tout à l'heure. Hein. Donc la lance d'Ida lui a été confisquée, ainsi que l'un des yeux de Marcus. Puisque l'œil droit de Marcus est en réalité un artefact. Et qui lui a été confisqué, oui. Donc, autant vous dire que je n'aurais pas aimé être à la place du garde qui avait pour mission d'enlever la pupille de Marcus. Mais bref, ça c'est autre chose. Et ils sont tous les 2 mis en prison. Et ils vont y rester longtemps. Par longtemps, j'entends 4 mois. Alors qu'est-ce qui se passe durant ces 4 mois? Parce qu'on peut pas arrêter quelqu'un comme ça, il faut bien lui donner une explication. Et bien durant ces 4 mois, ils vont attendre le renouveau de leur procès. Entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que ça n'a jamais été vraiment considéré comme un procès, puisqu'officiellement c'était appelé un témoignage. Et en fait ce témoignage va être transformé en procès dans le temps. Mais avant de faire ce nouveau procès, le gouvernement d'Uther tient à s'assurer de la situation avec les démons. Parce que vu que c'est quasiment sûr à 100% que les démons existent et qu'ils viennent de réapparaître sur la surface de la Terre, il faut d'abord s'occuper de ça, c'est un problème plus important. Alors pourquoi est-ce qu'on est sûr que les démons existent? On a le témoignage de plus d'une vingtaine de personnes qui ne se sont jamais rencontrées auparavant, qui corroborent les mêmes faits. Et on a 2 individus qui viennent d'arriver, entourés d'une aura qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle décrite dans les légendes. Alors que ça fait beaucoup d'éléments très bizarres. De plus, on a l'un des plus grands épéistes de la capitale qui a disparu. Ça commence à être vraiment compliqué là cette histoire. Donc on enferme Marcus et Ida, on les garde de côté pour pouvoir les réutiliser plus tard lorsqu'on en aura besoin, pour qu'ils nous donnent plus d'informations. Et en plus de ça, les laisser en prison, ça permet de s'assurer qu'ils aient un peu plus envie d'être bavards lorsqu'on les sortira. Donc Ida et Marcus, eux, vivent cette situation en prison qui est assez désagréable. Hein. Ida est un petit peu au bord du gouffre. Hein. Son père est mort, sa famille est dans la merde. Il part en aventure, il libère un démon. Il rentre à la capitale, il est enfermé en prison. Waouh, c'est pas tip top hein, pour l'instant. Et comme vous l'entendez à la musique, on est quand même sur une bonne nouvelle aujourd'hui. Parce qu'il se trouve qu'après ces 4 mois, un garde que Ida et Marcus n'ont jamais rencontré va tout simplement les libérer. Voilà. Alors il va bien leur expliquer qu'évidemment il n'est pas là sur ordre de l'impératrice, il n'est pas là sur ordre de la milice, sur ordre de la prison ou que sais-je. Hein. Ce garde n'a rien à voir avec, le gouvernement, avec l'État, avec quoi que ce soit. Il les libère, il les guide jusqu'à une sortie, leur rend la lance et l'œil, leur ouvre la porte, les laisse partir et se contente de leur dire « Je vous retrouverai ». Sous-entendant que il va revenir les voir afin d'expliquer pourquoi est-ce qu'il les a libérés, quel est l'intérêt de prendre autant de risques.
enfin, énormément de questions autour de cette personne. Mais bah, pour l'instant il se trouve que vous avez du coup Ida et Marcus qui sont libérés après 4 mois en plein milieu de la capitale, ville qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent personne. Sauf qu'ils n'ont pas été libérés officiellement, donc il y a des grandes chances qu'on parte du principe qu'ils se sont échappés de la prison. Sauf que du coup s'ils se sont échappés, ça veut dire que les gardes vont essayer de les remettre en prison, voire de les tuer. Donc on n'est pas sur une ambiance de zinzin. Donc Marcus et Ida très rapidement doivent trouver une solution pour essayer de se sortir de ce mauvais pas. Et c'est là qu'ils se rappellent qu'ils ont rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps dans une diligence en route vers Cairhiem Daora et qui habite par là. Donc il se rappelle d'avoir entendu des discussions, une information, où est-ce que c'était? Ah, c'est ça. À la périphérie du Tar, à l'est, vers les forêts, vers les montagnes de Sheida. Donc il s'empresse de rejoindre la périphérie en essayant de se cacher un minimum, mais surtout en jouant sur la rapidité de manière à parcourir le plus de distance possible avant que les gardes ne se rendent compte qu'ils ne sont plus en prison. Ils vont réussir à rejoindre un quartier qui ressemble fortement à ce que Ark décrivait et vont décider de prendre la route vers la forêt en espérant tomber sur la jeune femme. Et évidemment, un nouvel élan de chance apparaît puisqu'ils vont tomber sur la jeune femme qui rentre de sa récolte du jour. Il lui explique la situation, il lui explique que ça fait 4 mois qu'ils sont en prison, qu'ils ont été libérés par un individu bizarre qui ne savent rien, etc. et lui demande de l'aide. Ark accepte de les aider et les héberge donc chez elle pendant quelques jours. Mais voilà, ça fait 2 bouches à nourrir de plus. Ark ne roule pas sur l'or. C'est un petit peu compliqué la situation. Et voilà, Ark reste quand même une gentille personne. Elle ose pas trop leur exposer la situation telle qu'elle est, à base de j'ai plus d'argent, je peux pas vous nourrir, il faut que vous partiez. Parce que voilà, elle a pas envie d'être rude avec ses amis. Donc voilà, situation compliquée. Mais bon, Ida n'est pas stupide, il se rend bien compte que c'est une situation qui n'est pas tenable pour la jeune Ark. Du coup, il essaye de trouver une idée pour pouvoir retourner chez lui. Mais s'il retourne chez lui ça fait partir de l'Empire du Tar. Les miliciens de son village le connaissent. Donc quand ils vont avoir une image de lui et son nom, ils vont tout de suite savoir qui c'est. Donc il sera pas à l'abri chez lui. Donc il réfléchit à changer de pays. Mais le problème c'est que Cairhiem Daora est au centre, des terres du Tar. Donc c'est à dire que au nord il y a la mer. Et au sud, à l'est comme à l'ouest, il y a des heures et des heures et des heures, voire même des jours de trajet avant de pouvoir rejoindre un autre pays. Les pays à l'ouest font partie de l'alliance de Sigmar au même titre que l'Empire du Tar, donc il y a de grandes chances qu'il décide d'aider l'Empire. Donc là-bas aussi, les miliciens seront contre lui. Et à l'est, il y a les frontières fermées de la théocratie de Valor, ou alors Braeb. Braeb qui est désormais sous contrôle de l'Empire du Tar. Donc il réfléchit rapidement à la situation et se rend compte que les solutions manquent dans sa situation. Il est foutu. Il est foutu, tout simplement. Donc dans l'espoir de trouver une solution innovante et nouvelle, Ida décide de s'engager vers un chemin qu'il n'aurait jamais cru prendre, celui de l'illégalité. Et par chemin de l'illégalité, j'entends qu'il va demander à Ark des informations sur la base ville de Cairhiem Daora. Bon, déjà, première nouvelle, il y a plusieurs bases villes à Cairhiem Daora, donc ça commence à être chiant. Mais la base ville la plus proche, au moins, qu'est-ce que c'est la base ville? C'est une zone où, disons que le contrôle de ces fameux territoires n'est pas forcément tenu par le gouvernement et les miliciens. Ce sont des zones où, bon, si les miliciens viennent, évidemment, ils sont protégés par la loi ou que sais-je, mais en grande majorité du temps, les miliciens ne s'y aventurent pas. Donc Ark lui donne les informations sur cette fameuse base ville, et Ida
vêtu d'une cape pour se cacher, s'y rend afin de chercher des informations. Évidemment, ce jeune garçon, d'une grande naïveté, d'une grande innocence et d'une grande gentillesse, déteint dans cet environnement très malsain, où tout le monde se connaît, où tout le monde se méfie des autres. Et il ne va pas manquer d'attirer l'œil de notre prochain personnage, qui n'est autre que Daigil. Alors, qui est Daigil? Daigil est un Azurin, comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure. On vous montre des humains, la race la plus commune que vous ayez jamais vue de vos vies. Mais l'Azurin, lui, il est un peu différent. Donc c'est un humanoïde, mais il a une petite particularité, c'est que les Azurins à l'origine vivent sous la terre, voilà, dans des grottes, voilà, dans des crevasses, dans plein de choses comme ça. De fait, ils ont une vue très développée pour l'obscurité et à contrario assez faible au soleil. Ils ont tout un style de vie très différent des humains et tout ça, donc j'espère que vous le découvrirez lors de cette campagne petit à petit en suivant les aventures de Daigil. Mais aujourd'hui Daigil, lui, il a un profil un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un contrebandier. Voilà, donc quelqu'un qui ne paye pas ses taxes à première vue. Et Daigil, malgré son côté criminel, n'est pas un méchant criminel. Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à gêner son prochain, dirons-nous. Par gêner, j'entends le voler, lui faire du mal, l'arnaquer, l'escroquer, ce genre de choses. C'est pas le genre de personne qui va donner 15 000 du cas et en attendre 27 500 en retour. Vous voyez, c'est pas ce genre d'individu. Daigil, lui, c'est plutôt quelqu'un qui décide de faire les choses dans l'ombre parce que ça lui donne beaucoup plus de liberté sur ce qu'il peut faire. Et lorsqu'il voit Ida, il ne peut pas s'empêcher de voir quelqu'un qui n'a pas sa place ici et qui s'embarque dans une histoire dont il ne connaît pas les tenants et aboutissants et qui va probablement lui attirer plus de problèmes que de solutions. Donc Daigil naturellement décide de rejoindre Ida de manière à essayer de le guider dans les pas qu'il cherche à entreprendre dans cette fameuse base ville. Qu'il va rapidement le questionner sur quels sont ses problèmes, tout ça. Ida, lui, va tout de suite remarquer l'honnêteté apparente de Daigil et accepter de lui faire un petit peu confiance. Il va donc demander à Daigil si ce dernier serait prêt à rencontrer du coup Marcus également, de manière à ce que Ida puisse lui raconter leur histoire et lui essayer de trouver une solution ensemble. Bon, Daigil a quand même autre chose à faire de base, mais il se dit bon, je me suis dit à moi-même que j'allais l'aider, donc je vais accepter. Ça va juste me faire perdre 1 heure ou 2. C'est pas trop un problème. Du coup, Daigil accepte de rejoindre Marcus et Ida dans le quartier de Ark et d'essayer de prendre connaissance de leur situation. Donc, Marcus et Ida leur racontent l'histoire des expéditions, la libération des démons, leur procès, le fait qu'ils aient fini en prison, le fait qu'ils aient été libérés par un garde qui n'en était pas un. Une histoire très bizarre. Donc au début Daigil se dit, est-ce que je me serais trompé? Est-ce que j'aurais fait une erreur de jugement? Est-ce que finalement Ida ne serait pas un manipulateur né? Et est-ce que ce serait pas moi qui serais en train de me faire embarquer dans une histoire malicieuse? Mais il refuse de ne pas faire confiance à son instinct, qui disait qu'Ida était honnête et qu'il n'était pas capable de créer un tel schéma maléfique. Daigil va donc leur dire qu'il a peut-être une solution à leur problème et introduire un nouveau personnage, une nouvelle race un petit peu spéciale, puisqu'il s'agit de Khazir. Alors Khazir est un zoo. Les zoos, qu'est-ce que c'est? Ce sont des animaux au corps humanoïde et à la capacité de parler la langue Horatio. Donc la langue Horatio,
c'est la langue commune, tout simplement, du monde dans lequel on est pour l'instant. Et donc Kazir, c'est un zoo, et cette particularité, le fait que ce soit un zoo, amène autre chose. C'est qu'est-ce qu'il fout là? Parce que Comines de base c'est une terre principalement humaine. Il y a quelques mônes, quelques prins, quelques azurins, mais c'est principalement des humains qu'Azir dénote dans ce paysage. Et bien c'est simple, puisqu'en fait Kael'rim d'Aura ainsi que tous les empires de l'alliance de Sigmar, de Centaur, pardon, pas Sigmar, de Centaur, ont des accords commerciaux avec les terres eaux au sud de Sikra. Donc pour atteindre Sikra, il faut parcourir la mer. Et ça tombe bien puisque Kazir, lui, il fait partie d'une caravane de marchands qui sont par bateau. Et donc vous voyez tout de suite où est la solution. Comme je vous l'ai dit, Kael'rim d'Aura. À l'ouest, c'est le reste de l'alliance de Centaur, donc pas possible. Au sud, il y a les grandes chaînes de montagnes, il y a l'alliance de Dominio avec lequel Uthar est en guerre, donc ça va être compliqué de passer la frontière. Et à l'est, c'est soit les frontières fermées de la théocratie de Valor, soit Braeb. Donc que des terres compliquées. Mais au nord, la mer, c'est un problème que quand on n'a pas de bateau. Quand on a un bateau, la mer, c'est super cool, super pratique. Et Kazir, il a un bateau. Enfin, il a pas vraiment un bateau, mais il fait partie d'une caravane de marchands qui possède un bateau. Donc c'est un ticket de sortie absolument exceptionnel. Et en plus, bon bah, encore une fois un élan de chance, hein, mais Kazir est une crème. Kazir est l'une des personnes les plus gentilles et honnêtes qui existent actuellement. Donc ce dernier, lorsqu'il entend l'histoire de Ida et de Marcus, il ne peut pas s'empêcher de ressentir leur détresse et de vouloir les aider. Donc il accepte de les prendre avec lui sur son bateau pour partir vers Sikra. Alors Ark profite de la situation pour rappeler qu'elle est là depuis le début elle aussi, et que bien qu'elle ne soit pas dans une situation aussi urgente et importante que Ida et Marcus, s'il y a un peu de place dans le bateau pour qu'elle puisse venir avec eux pour découvrir Sikra à la recherche d'un remède pour sa mère, ça l'arrangerait. Évidemment Kazir, face à la pétrification de sa mère, il ne peut pas s'empêcher de comprendre le mal qu'elle ressent et d'accepter également. Donc voilà, donc Kazir, Ida, Marcus, Ark. Daigil se sent un peu mis de côté. Il se dit, alors moi de base, je vivais dans ma grotte d'Azurin. Quand je suis sorti de ma grotte d'Azurin pour arriver à Kael'rim d'Aura, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai découvert plein de nouvelles personnes, j'ai découvert plein de nouvelles opportunités de commerce. J'ai réussi à plein d'opérations commerciales très fructueuses. Donc il se dit, en fait, la découverte de nouveaux endroits, c'est le meilleur moyen de gagner en connaissances, en compétences et en argent. Alors, ça reste un contrebandier, hein. L'argent ça reste une valeur sûre. Donc Daigil en mode, mon pote Kazir, ça fait quelques années qu'on commerce ensemble. Est-ce que est-ce que tu pourrais pas me prendre avec toi cette fois-ci que je découvre un peu comment ça marche de l'autre côté? Donc Kazir, évidemment, vu que c'est son grand ami Daigil qui demande, il ne peut pas s'empêcher d'accepter. Donc vous voyez où je veux en venir. Tout ce petit groupe se retrouve à être accepté sur la caravane et est prêt à partir pour Sikra. Donc la caravane Zo ne part pas tout de suite, hein, elle partira que à la fin de la journée vers du coup les terres de Xotea qui reste un empire de l'alliance de Centaur, mais vers Sikra. Donc
Kazir les amène jusqu'au bateau, histoire que Ida et Marcus puissent s'y cacher s'ils le souhaitent, et que surtout ils puissent revenir une fois qu'ils auront fini de récupérer leurs affaires, tout ça, revenir au bateau d'eux-mêmes. Et une fois sur place, nous allons rencontrer le dernier personnage, qui n'est autre que Edwin. En effet, une fois arrivé sur place, Kazir va remarquer qu'un individu louche, sous une cape, est en train de fureter autour du bateau. Kazir, dans un premier temps, se demande si ce serait pas un agent de la guilde, des commerçants, des guildes des marchands, par rapport aux petites caisses qu'il passe sous le coude à Daigil sans payer les taxes. Donc, au début, il a des petites sueurs froides et il s'est dit oh non, ça y est, je vais finir ma vie en prison. J'ai été un mauvais lézard, non. Mais lorsque ce dernier se retourne, il remarque que c'est marrant, mais il ressemble pas du tout à un marchand ce type. Et du coup, il décide d'aller le voir et de lui demander ce que c'est que cette histoire et pourquoi est-ce qu'il se permet de fureter autour de la caravane. Et c'est alors que un camarade Zo de Kazir va l'interrompre pour lui dire que cette personne qui répond au nom de Edwin l'a payé pour pouvoir partir jusqu'en Sikra. Voilà. Donc là, le groupe est en mode, bah tiens, on a un nouveau camarade de route, on va faire un peu connaissance. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je vais arrêter ma très longue introduction qui dure depuis maintenant 1 heure. Et que je vais laisser le groupe discuter, voilà, faire connaissance, raconter un peu leur vie, découvrir Kael'rim d'Aora, voilà, découvrir tout ça. Donc là, hop, je vous passe le nouvel écran. Et bah du coup, les gars, vous pouvez vous démute et vous pouvez commencer cette petite histoire. On va être timide. Enfin. Hello, bonjour. Ah, ça fait un moment que vous êtes mute, vous savez même plus comment on parle. On sait plus parler. C'est ça, exactement. Exactement, faut qu'on réapprenne. Alors, je vais gérer un peu les sons de tout le monde. Donc là, le bateau est par quand? Alors le bateau part ce soir dans l'idée, juste avant le coucher du soleil, vous allez prendre la route maritime jusqu'à Xotea. Donc c'est une route très sûre, très tranquille. Il y a des espèces de phares tout le long de la route, donc ce sera pas du tout un problème Ok. pour ce trajet là. Je viens d'arriver, moi, je suis déjà arrivé depuis longtemps. À Kael'rim, toi ça fait 2-3 jours que t'es là. Ok. J'ai déjà commercé avec mon pote Degui là. Oui, vous avez déjà fait vos magouilles, oui. Il Souviens-toi. est Oh là là. intéressé par ça. Évidemment, en respectant les lois. Hein. Évidemment. Les lois sont respectées, oui. On respecte toutes les lois ici. Les taxes sont payées aussi. J'ai de plus en plus l'impression qu'en fait, c'était effectivement un agent de la guilde des commerçants. Mais, C'est marrant, mais, ça. mais vraiment. Vraiment. Vous avez Il est des choses douteux. particulières à me dire ou... Alors, tu t'es trompé de personnage, William. Tu n'es pas Ah, un my bad, commerçant. my bad. Sors de ce personnage. Ah bah moi j'ai plus grand chose à faire à part attendre que le bateau s'en aille. Hein. Bah, Moi, est-ce que j'ai été récupérer des herbes dans ma maison ou pas? Est-ce que je suis partie Alors, non, tu n'as pas récupéré d'herbes dans ta maison, puisque vu que tu es herboriste, les herbes ne sont pas dans ta maison. Tu les vends à un commerçant qui les vend à des apothicaires et à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ces matériaux. Ok, donc j'ai pas de réserve. Donc tu n'as pas de réserve, oui, c'est ça. tu n'as pas de raison. C'est ça que j'essaye de te dire. Mais tu as des Ouais. sous à la place. Moi, si Oui, vous c'est vrai. proposez, Là, je on peux faire parle. quelques petits achats histoire de se préparer, parce que moi, je sais pas s'il y a de la nourriture qu'on peut consommer sur le bateau. Je ne connais pas bien les. Il y aura suffisamment de Caravane, vivres pour mais il y aura suffisamment de vivres pour le voyage jusqu'à Sikra. Ok. Ok. Ouais, mais je vais quand même en acheter au cas où, histoire. Parce qu'on sait jamais, même si peut. les eaux sont tranquilles, histoire de se préparer pour ce voyage. On peut. Alors- J'aimerais bien D'abord, je voulais me profiter renseigner. qu'on Vas-y. soit tous ensemble pour dire un bonjour à tout le monde, parce que c'est vrai qu'on s'est un peu vus tous voilà, les uns avec les autres. Mais là, j'ai l'impression qu'on forme
on forme un groupe. Alors, je sais pas si vous avez encore d'autres gens, parce que bon, ça va, on rajoute une personne, 2 personnes. Ensuite, on va pas, on va pas arriver à 10 quand même. Oui, surtout qu'au bout d'un moment, il va falloir payer. Hein. Oui, oui. Ma caravane n'est pas Mais- aussi grande que ça. Donc, un petit peu d'argent en plus, Mais- si jamais il y a des gens en trop. Hein. Mais un grand merci à vous, Kazir, de nous accueillir dans votre bateau. Ah, vous savez, hein, si je peux aider. Ah oui, c'est Très, vraiment très gentil de Kazir. votre part. Hein, très gentil de Très votre gentil, très gentil. Moi, j'ai envie de dire grand homme. Hein. Voilà. Grand homme, oui, Je suis un homme et je ne suis pas très grand. à l'intérieur. Un grand homme à l'intérieur. Un grand cœur, un grand cœur. part. Voilà, grand cœur. Oui, parce que Kazir fait 1m60. Hein. Ah oui. Alors, je trouve que Je- par rapport à certaines personnes que personnellement je connais, je trouve que 1m60 c'est très grand. Ah oui, il y a des gens dans ton village, Edwin, qui sont pas très grands. C'est ça, je connais une personne notamment 1m15 en 60. Waouh. Non, le Donc, pour moi, pressing. Hein. 1m60 c'est énorme. Ça c'est vraiment pas grand ça. si je puis me permettre. Faudra me Ça les va vraiment présenter. être minuscule. Bien. Hein, pour ça, hein. Combien mesurez-vous, Marcus? Moi 1m90. Marcus est bien bâti. Ah, d'accord. Et Ok. j'y Non, vais. Marquis est bien formé, oui. Marcus, vous m'aviez dit votre métier, c'est quoi? Charpentier. Ah oui, non mais moi je vous le dis, je vous ai vu, j'ai vu tout de suite. Tout de suite, j'ai Ah vu. mais tout à fait. Et je coupe mon bois moi-même, bien sûr. Ah voilà. Ah, en plus. C'est vous êtes, intéressant, Marcus. Vous avez une voix très fluette. Vous êtes un chic type, moi je trouve, Marcus. L'écoutez Oui. pas, c'est une ordure le casier. Oh, non, non. Vous semblez tous très gentils. Par contre, attention, vous approchez pas trop près de moi. Je me recule un peu. Vous risqueriez de vous blesser. Oui, alors, Ça vous est Et déjà alors arrivé pour de ceux, blesser quelqu'un? pour ceux qui nous regardent là sur le live, il faut savoir que Kazir du coup est un zoo qui est inspiré du coup du lézard cornu et du coup il possède des pics partout sur le corps et ces pics, alors vous allez très rapidement le voir si vous suivez l'aventure, vous n'avez pas envie de les toucher. Voilà, voilà. Je ne dirais que ça, mais disons que les pics piquent. Je vais me rapprocher de Marcus et m'éloigner de Kazir. Attention. Bah, de base, tu Très vois, bon- je serais très bon tout le réflexe. temps un peu à l'écart hein, pour éviter de blesser qui que ce soit. Ça vous est déjà arrivé de blesser quelqu'un par inadvertance? Malheureusement, c'est comme ça, à partir du moment où on bouge, j'ai beau Ouais. faire attention, Ah, ça peut aller vite, hein. c'est comme ça. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, si jamais un jour vous trouvez un objet, un artefact, une potion, j'en sais rien, qui permet, je sais pas, de ralentir ou d'éviter que les gens se blessent sur moi, je serais très reconnaissant de m'en avertir. Est-ce D'accord, que- d'accord. Est-ce que vous avez déjà Si jamais essayé ça de s'appelle mettre... la vue. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la vue. Malheureusement, La vue, oui, vue non, ne suffit pas C'est très grave. hein. combler quelques C'est-à-dire comment dire, c'est-à-dire qu'il est déficiences quand même- physiques. il est quand même assez petit le casier, alors même si on a la vue, on a vite fait de pas le voir. Hein. Vous voyez, il y a Ça. certaines personnes que j'aimerais serrer dans mes bras, mais je ne peux pas. Oh. Et je disais du coup, est-ce que vous avez déjà essayé de mettre quelque chose sur vos pointes comme des petits bouchons ou... Ah, enfin, d'empêcher Des petites boules de coton là sur toutes les des pointes. petites boules de coton? Alors, Ça je me pense que fait tu plaisir. vois mon perso, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Je veux dire, il prendrait une demi-journée à les mettre, une demi-journée à les enlever, quoi. Je veux dire. Ouais, mais au moins pendant 10 minutes, Ouais, ça serait très joli, un mouton. je pense. Changement de zoo. Super pratique. Changement de race, masterclass. Effectivement, mais c'est pas très pratique à ramasser des herbes avec des boules partout, c'est pas. Ouais. Ah, vous êtes arboriste aussi? Oui. Oh. J'ai appris l'herboristerie auprès de ma mère. Auprès de votre mère? Eh oui. Oh, moi aussi. aussi. Oh, On a beaucoup de points communs. effectivement. Beaucoup Je de peux points en faire communs. d'autres. Un. Bravo, Pour certains, ça a l'air d'être belle beaucoup. Hein. découverte. C'est énorme, c'est un énorme point commun. Ok, est-ce que on n'irait pas en ville acheter tout le nécessaire avant Mais de partir? concrètement, là, le projet, c'est d'attendre l'embarcation de Monsieur Kazir, c'est ça?
C'est exactement ça. Vraisemblablement. Le... Ce soir. Ce qui se passe, c'est que vous montiez dans le bateau maintenant ou à 19h, ça change rien en fait. Le bateau partira à 19h. Donc là, l'idée c'est que vous puissiez profiter d'une partie de la ville de Kael'rim avant de partir. Parce que probablement que vous avez des achats que vous n'aviez pas prévus, hein, parce que vous n'avez pas prévu de changer de continent. Mais là, aujourd'hui, c'est le dernier jour que vous passez sur le continent de Comines avant un moment. Donc vous n'avez pas accès à l'entièreté de Kael'rim, tout simplement parce que c'est absolument gigantesque. Premièrement, et deuxièmement, il se trouve aussi que, voilà, je le rappelle, hein, mais Ida et Marcus sont potentiellement recherchés. Par potentiellement, j'entends que vous n'avez pas d'infos, mais qu'il y a plus de chances qu'ils soient recherchés que pas recherchés. Donc plus vous restez proche du port, mieux c'est, parce que si plus vous vous éloignez, plus vous allez rencontrer des gardes qui sont proches de la prison, donc qui ont eu des chances d'avoir l'information, et surtout plus vous vous éloignez du seul endroit où vous pouvez vous cacher. Parce que actuellement, il y a 2 endroits où vous pouvez vous cacher, au port et dans la maison de Hark. Et la maison de Hark est à plusieurs heures de marche de là où vous Oh, êtes. c'est très loin. Ok, très bien. On va peut-être pas aller là-bas. Oui, Monsieur Ida et Ah, Marcus, si vous après- voulez, vous pouvez déjà rentrer sur l'embarcation et si vous avez quelques achats à faire, je peux les faire pour vous. Ah, c'est bien aimable. Ouais, c'est ce que je voulais dire, C'est sinon on bien peut faire aimable. les achats pour vous. Après, je pense que Kazir va peut-être un peu gêner la circulation avec sa corpulence sans vouloir être vexant, mais... Oh, j'ai l'habitude, Et- vous savez. Ouais, mais disons que si on se prend une remarque sur 20 personnes ont été blessées sur le chemin à cause de ça, c'est un peu chiant. J'ai l'habitude de faire du commerce dans le coin, merde, quand même. Oui, mais on sait jamais, je pourrais pas non plus se retrouver dans une situation cocasse. C'est-à-dire, je n'émets aucune contre-indication à ce que vous veniez. Je vous aime bien, vous le savez. Hein. Bien sûr, bien sûr. Par contre, pour ce qui est de faire vos achats pendant que vous restez sur le bateau, c'est possible, mais ce sera 5%. Non, c'est très grave. Dragil, enfin. Ah, n'écoutez pas, je ferai ce qu'il faut pour vous sans pourcentage. Et n'as-tu jamais appris penser business? Ah, il faut aider ces pauvres gens. Mais oui, mais l'aide, c'est bien, l'aide, oui, c'est bien, mais il y a des limites. Je vois. Bon, peut-être qu'on devrait y aller. Alors, Et je- Marcus et Ida, dites-moi si vous voulez quelque chose. Bah dites-nous. Laissez-moi réfléchir. Nous aurons des vivres sur le bateau. oui, c'est la première question que Edwin a posée. Voilà. Ça tombe Oui, bien. oui. Moi, j'ai ma hache. Je sens déjà une très grande cohésion d'équipe et ça me fait plaisir. Moi, je vais commencer à dire ce que je vais acheter parce que ça a l'air un peu triste pour vos achats. Vu qu'on va à un endroit qu'on ne connaît pas. Ah, je vais commencer à. Voilà, je vais un peu raconter ma vie, j'adore ça de toute façon. On va à un endroit qu'on ne connaît pas. Du coup, il peut se passer plein de choses. Et moi, alors, dans ma grande bonté, générosité, que dis-je, mon amour du prochain, je propose qu'on achète. Enfin, on peut faire un pot commun évidemment, bon, même si je sais que certains vont vouloir prendre un Non. pourcentage, mais c'est ok, c'est ok. On achète de quoi, comment dire, pas se protéger, mais survivre en Sikra. Par exemple, je ne sais pas, Un je sais bouclier pas si vous avez de. Alors non, j'en ai déjà un, mais merci, très bonne idée. Si jamais vous n'avez pas de bouclier, achetez-en, c'est vraiment la meilleure chose qui existe sur cette terre. Les haches comme Marcus, c'est super, mais Moi, un malheureusement, elle me bouclier- prend de mes 2 mains. Oh là 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 là, Ah, excusez-moi, mais Mais j'habite en Sikra, il n'y a rien à craindre. C'est ma maison, et puis un bouclier, enfin. oui, alors peut-être que vous n'avez rien à craindre, moi peut-être que si. Donc je préfère être comment dire, prévoyant et acheter de quoi ne pas mourir. Mhm. Par exemple, je ne sais pas, des bandages, faut jamais Des être trop potions prudent. Mais Peut-être. par exemple, Des potions. vous à Arc, c'est bien ça votre C'est ça, Au c'est ça. prénom. Avec un K et un E. ARCKE, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Non, 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 non. Vous enlevez le C et vous mettez un K puis un E à la fin. Parce que c'est pas Les l'arc KKE. comme l'arme. Laka. Ah d'accord, ok. Bon, bah après, je sais pas de quelle origine c'est, mais j'accepte. Mais vous êtes herboriste comme notre ami Zo, est-ce que vous avez, je sais pas, des
des connaissances dans ces potions qu'on peut acheter ou des, comment dire, des gammes de prix, comme ça on se fait pas arnaquer par des marchands, par exemple? Alors, Kazir, je ne sais pas pour lui, mais pour moi, en tout cas, j'ai vraiment que des connaissances en ce qui concerne les plantes en elles-mêmes. Et pas de Mon père connaissances était particulières sur les apothicaire. potions. Oh, Et oui. Oh, cool. Ok. Pour Peut-être, certains achats, Bah l'alliance qu'on peut faire, c'est que Kazir et moi-même, on part acheter tout ce qui est en lien avec tout ça, vu qu'il a l'air de bien se connaître, et d'autres peuvent acheter tout ce qui va être pour du Potion. campement, parce que je suppose que le trajet entre notre arrivée au port de Sikra et euh, la destination qu'on doit rejoindre, ça va pas se faire en 2 heures. Je connais pas trop les lieux, dites-moi si je me trompe, Kazir, mais on va sûrement devoir loger sur place. Je ne sais pas quelle est votre destination finale, mais Toi, Ce serait toujours toi en utile, tout cas, Kazir, tu as assez de place chez toi dans tous les cas pour qu'il puisse passer au moins une nuit une fois il arrivé. faudra juste pas dormir dans la même chambre que moi, mes sœurs. Il y Ouais, aura de aucun problème plus. là-dessus, ne vous inquiétez pas. C'est pour concernant vous, les- c'est pas pour nous, c'est pour vous surtout. Hein. Pour pas que vous soyez blessés durant la nuit. Ah oui, non, ça, ce serait bête. Ce serait très bête. très bien. concernant les achats, mes amis, je sais que bon, il y a les herboristes, vous avez plein de connaissances. Moi, je peux vous proposer s'il y a des demandes spéciales, si vous cherchez des trucs, bon, que peut-être les marchés traditionnels ne servent pas. Bon, vous pouvez me demander, je connais peut-être des gens, des endroits. Voilà, n'ayez crainte. Mais ce sera 5% toujours. Bah, alors, après, si tu es capable de nous trouver des produits à petit prix, on se comprend évidemment. Je pense qu'une commission de 5% peut pas forcément dérangeante. Par contre, si tu me dis cette petite potion coûtera 200 ducats, bon, voilà. Alors, sachant que la taxe à payer pour les à la guilde des marchands, c'est 20%. Mais c'est pas au particulier de l'acheter, c'est enfin de la payer pardon, c'est au marchand de la payer. Mais c'est 20%. Donc effectivement 5% bah, c'est une affaire pour tout le monde quoi. Oui, non, mais le problème a été réfléchi. À qui croyez-vous parler? Non, mais quand même. Eh, Le problème Ça a fait été bien réfléchi. ça fait bien longtemps que je suis marchand, moi. Hein, vous me la ferez pas comme ça. Hein. Le mec il secoue son carnet de notes là devant le DM là. J'ai fait mes devoirs moi Maisie. Non, mais 5%, bah après, on peut s'arranger. Non, sincèrement, je dis ça, mais vous inquiétez pas, on s'arrange. Non, mais si vous avez envie, voilà. Parce que bon, dans les marchés traditionnels, en termes de potions, c'est bien, on trouve des potions pour se rabibocher, des potions au cas où on a besoin ouais, de pas mal d'effets. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses aussi qui sont disponibles, mais voilà, faut chercher, faut chercher. C'est réel. Alors, C'est vrai. si vous voulez, je peux vous donner quelques idées de points d'intérêt là qu'il y aurait autour de vous dans les villes dans lesquelles vous pouvez avoir accès. Alors moi j'en ai noté quelques-uns, mais vous parliez tout à l'heure d'une boutique de potions, donc effectivement il y a des potions qui peuvent être achetées. Non loin du port, il y a une bibliothèque. Ça peut être intéressant. Il y a également une boutique de parchemin à côté de la boutique de potions. Il y a aussi une boutique magique. Donc les boutiques magiques, c'est là où ça va vendre des artefacts. Intéressant. Moi, ça m'intéresserait bien d'aller Moi, voir la pour- boutique magique, personnellement. Alors je peux faire plusieurs choses. Soit vous allez tous ensemble à tous les endroits, soit vous pouvez faire des choses un peu de votre côté. Mais si vous faites des choses de votre côté, évidemment vous ne pourrez pas interagir avec les autres qui le feront en même temps. À d'autres endroits. Mhm. Vous avez compris. Évidemment moi si vous voulez je à la préconise... Les tâches à la rigueur. Je préconise soit de faire 2 groupes, soit de faire un groupe. Personnellement. Moi, je dis on peut se séparer en deux, je pense pas que ce soit dérangeant. En deux? Ouais. En deux, Ouais. oui, mais pas au niveau de la taille, hein, au niveau des personnes. Ah oui? Oui. J'ai eu peur, hein. Faut faire attention. T'en fais pas. Merci, Kazir. Ah, toi, tu me comprends. Très bien. Marcus, je propose que nous restons non loin du port. Parce que Oui, ça me paraît être une bonne idée. ça me semble cas dangereux de de- s'aventurer dans la Le ville. problème. Ouais, tout précisément. Très bien. Donc nous restons près du port
en attendant que les autres fassent On des peut peut-être achats. faire un petit groupe de 4, c'est bien pour aller faire les boutiques. Donc on a Ida et Marcus qui vont rester près du groupe pendant que les 4 autres vont explorer les boutiques, c'est ça? Exactement. Oui. On va Ouais. prendre des Moi, je potions. trouve ouais. ça bon. Ça me va, ça me va. Potions. Honnêtement, Ida et Marcus, vous pouvez aller dans les boutiques, hein. Normalement ça risque rien si vous restez dans la Ouais. petite zone au début. Oui, oui, hein. Je précise hein, au cas où vous soyez en mode bah, j'ai pas envie qu'on ça s'arrête session 1, fin de la campagne. Non. Ah oui, parce que je Ok. précise, hein, mais s'échapper de la prison, là on dit oui c'est facile, on avait un agent à l'intérieur, mais disons qu'il n'y a pas un historique très long de personnes qui se sont échappées de la prison. Voilà, je pose ça là, au cas où vous auriez de Ouais. mauvaises idées. Oui, ok. Très bien. Donc est-ce qu'on reste sur le plan de vous rester de côté, ou est-ce que on part plutôt sur 2 groupes de 3 ou Ou ouais, dans ce cas, on peut peut-être Ouais, on va se peut-être joindre aller faire les on peut boutiques peut-être se aussi, joindre à alors. eux, alors. Oui. Du coup on fait un ça groupe de paraît 6? sûr, ouais. On fait un groupe de 6? Ça me va moi. Allez. Groupe de 6 ou 2 groupes de 3 comme ça. Ah, on peut sauf si, couvrir Je vais plusieurs, faire 2 groupes de plusieurs- 3 et que groupes par de exemple trois, Ida c'est et pas mal, Marcus vous voulez rester en discrétion, moi je peux vous emmener aux endroits où il n'y a pas la garde qui traîne par Ah exemple. oui, hein. bonne idée. Voilà. Bonne idée Très ça. bien. Ouais, Nous bien. allons avec Daegil alors. Très bien, donc on a un Ouais, groupe ouais. Daegil, Marcus, Ida qui vont essayer de fureter dans les coins un peu plus sombres, et on a Ark, Kazir et Edwin qui prennent la porte d'entrée à la grande porte. Attention Ark, je te vois te rapprocher un peu trop de Kazir là, fais attention. Ah, mais je me rapproche pas trop, sinon je serais vachement plus près. Je me T'inquiète. pousse dès que quelqu'un s'approche. Je laisse. Allons. Alors si vous voulez, je peux vous mettre une petite battle map de ville en fond pour l'ambiance, mais sachez que ce n'est pas du tout représentatif de la vraie ville, hein, d'accord? Non, mais c'est très bien. Vas-y. C'est très bien, oui. Allons-y. Hop, voilà. Image non Oh. contractuelle. Mais très belle. Oui. Chouette. Hop, Chouette, chouette. voilà. Je me permets de me déplacer de Kazir. Hein. Mais là, voilà. Mais là, donc là, alors là, donc je répète, hein, mais ce que vous voyez à l'écran n'a rien à voir avec là où ils sont dans le vrai monde. C'est juste pour l'ambiance. Je rejoins Daegil. Voilà. Ah, belle ambiance. Évidemment, les grandes plateformes grises, ce sont des bâtiments. Hein. C'est le toit. Hein. Partez de ce principe-là. Voilà. Voilà, très bien. D'accord, très bien. D'accord. Du coup, on commence par quel groupe? On va commencer par le groupe qui passe par la porte principale. Où est-ce que vous voulez vous rendre? Bah, du coup, moi je pensais soit magasin de potions, soit magasin de magie. D'accord. Petite potion, ouais. Apothicaire, Potion. des petites questions à va lui bien. poser, moi. ça je va pense, raqueter l'apothicaire potion. session 1. Potion peut être plus intéressant dès le début, je pense. Après, on pourrait aller à l'autre juste après, normalement. De toute façon, Oui. qui a l'argent pour les artefacts de nos jours? Pas moi en tout cas. Ah, qui a de l'argent? Ouais, très bonne question. Arc, Kazir, vous avez de quoi payer? Oh, je savais, ça fait déjà 3 jours que je suis là. Ah. C'est la fin de mon escale. Je pense que Les il temps faut, sont durs, voilà. c'est ça que. Juste vous il faut dites pour revenir chez moi. J'ai pas encore eu ma solde des ventes. Donc, Ok, ok. Et La vous, solde des ventes en question, 0. merci MJ. Non Ok. mais je rappelle hein, au cas où, hein, parce que les os sont communistes, hein, un peu de choses près, au cas où. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié que- Ah, j'ai rien c'est mis. donc notre bourse de Ducat, celle que. Alors Ok, non, ok. non, c'est que le gouvernement qui est communiste. Ah. C'est-à-dire que c'est la bourse de Ducat des eaux. Et oui. Arc, tu as de quoi payer, toi Moi, j'ai pris toutes mes économies, mais bon, elles sont pas très grosses. Hein. La vente d'herbe, ça rapporte pas tant que ça, parce que je suis pas dans la bonne. Ça dépend de l'herbe, je crois. Exactement, ça mais je dépend suis du pas quartier sur aussi. le bon filon, je crois. Ouais, c'est débutant. Ça. Alors tandis que vous continuez de discuter un petit peu, vous finissez par arriver devant une très très grande échoppe. Avec des lumières sur l'extérieur pour mettre en avant le nom de l'échoppe et tout, qui s'appelle Bazardo Potion, en un seul mot, et qui est une très très grande boutique de potions. C'est-à-dire que quand vous rentrez, il y a carrément un étage en espèce de méridienne
avec d'autres potions là-haut et tout. Vous avez des marchands, oui, si, on va pouvoir dire ça, qui se baladent dans les rayons pour donner des informations à tout le monde et tout. Enfin, c'est vraiment une giga boutique. Vous n'avez jamais vu de boutique de potions aussi immense de toute votre vie. Il y a de grandes chances qu'il y ait toutes les potions qu'il vous faut à l'intérieur de ce bazar de potions. Alors, si vous décidez de demander à un marchand, vous aurez la liste totale des potions. Par contre, si vous cherchez par vous-même, vous aurez accès à moins de potions, mais vous aurez une meilleure possibilité de négociation par la suite. Ok. Très bien. Vous deux, vous avez déjà des types de potions que vous recherchez en particulier ou... Comme je vous dis, je retourne chez moi, j'en ai pas besoin de potions. Moi, Ok. j'aimerais bien des potions pour stopper les hémorragies Ok, donc des potions coagulantes. de coagulation. Ouais. Très bien. Par contre, moi, je veux bien parler après avec un marchand. Ah, donc toi, tu veux parler avec un marchand pour connaître la liste des potions? Non. D'accord. Très bien. J'entends, j'ai compris. Bien fun, enfin bon, voilà. Du coup, je vais me diriger vers les potions de coagulantes. D'accord. Alors pour les potions coagulantes, donc tu arrives et en fait tu as presque un quart de rayon entier de potions coagulantes. Tu as des potions coagulantes mineures, des potions coagulantes réussies, des potions coagulantes majeures. Tu savais même pas qu'elles existaient en différents niveaux. Pour toi, il y avait que les potions coagulantes et les potions coagulantes parfaites. Mais non, en fait, il y a des mineures réussies majeures et il y a aussi la potion coagulante parfaite. Donc la potion coagulante parfaite, c'est celle qui va soigner tous les saignements et toutes les hémorragies. Et les autres potions coagulantes soignent tous les saignements mais ont une chance de soigner les hémorragies et la chance grandit en fonction de la qualité de la potion. Très bien. Ouais. Vas-y, vas-y. Non, je veux dire, est-ce que il y a d'autres, tu vas peut-être au niveau des parchemins ou de la tout ce qui est magique pour justement tout ce qui est cicatrisation et tout ce qui est justement saignement, hémorragie. Alors, Ce type de... toi, de tes connaissances à toi, tu sais que tu vas avoir des parchemins comme celui de comment ça s'appelle déjà? De cautérisation qui permet de soigner tous les saignements mais qui inflige un des 4 à la place et ça soigne pas les hémorragies. Donc c'est juste moins bien, honnêtement, qu'une potion. Sinon, pour soigner les saignements en général, donc tu vas avoir des effets pour purger les statues. Donc potentiellement dans les parchemins d'eau, tu vas avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Et pour tout ce qui est hémorragie en elle-même? Alors des hémorragies, je vais pas te mentir que c'est compliqué, hein. C'est compliqué les hémorragies, hein. Le but de l'hémorragie, c'est vraiment que tu meurs, hein, quand tu l'as. Si, voilà. Après, est-ce que, en plus de ces, parce que ça m'a donné une idée, est-ce que il y a proche de là un magasin qui pourrait vendre tout ce qui, comment dire, du matériel, enfin pansement, des trucs un peu la vie de tous les jours, peut-être cordage ou autre. Ouais, tu peux trouver ça, oui. Ok, bah dans ce cas-là. Mais ça soignera pas une hémorragie, hein, je- au cas où. Ah. Je Ah précise. ouais, même si je fais un garrot. Bah alors, bah si ton hémorragie elle est dans ton pied, oui, mais bon. Bon. T'inquiète. Moi généralement quand je te fais une hémorragie, c'est dans le bide, quoi. T'inquiète, il va faire un garrot au niveau du Et- cou. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que j'ai plus d'hémorragie. La mauvaise c'est qu'il y a plus d'air. Je vais te trouver du matériel pour justement ce genre de situation, t'inquiète pas, je vais en trouver. Je vais en trouver. Je peux t'en citer quelques-uns, tu veux jouer là-dessus? Oui, non mais d'accord, bah oui, vu qu'on est dans la vraie vie. Je vais péter un plomb. On sait pas, tu veux trouver un truc, je sais pas. Alors William, je sais que tu es une copie conforme de Edwin, mais ça ne veut pas dire que tout est pareil. Je vais me mettre à pleurer, ok. Bon bah, on va rester sur tout ce qui est potion, j'ai compris, c'est pas grave, je n'aurai pas de garrot de pansement compressif, ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Ah, c'est Et très, très du grave. coup,
J'aimerais bien acheter ma potion de coagulation. Oui, alors attends, je suis en train de m'embrouiller avec Dieu là. Ah pardon, Eden, vas-y, Je continue. me suis Je suis 2-3 désolée. secondes. Vas-y. Non, c'était trop grave. Ouais, ok, d'accord. Mais ouais, on va pouvoir acheter. Je sais pas quel budget tu as toi exactement. Art, et moi je me mets à te tutoyer parce que c'est plus simple. Ah pour moi. mais je t'en prie, tu t'en Mais prie-moi. Mais ouais, du coup, je sais pas quel budget tu as exactement, mais à la rigueur, ce qu'on peut faire, Ok, c'est. William vient de Ouais, transcender sa stock. situation et devient un dieu. Masterclass. Voilà, j'ai fini le jeu, c'est bon. Je me On mets peut à acheter un prier petit et stock de. Par exemple, 2 à. Ça coûte combien exactement en général une potion Alors, la potion coagulante parfaite, le prix qui est écrit c'est 215 ducats. Ok, on va réduire un peu le niveau de la potion. Ok, alors les Moi, Je majeurs. m'intéressais aux réussites. Oui, au réussi toi? Oui, Alors, plus, mineur dans l'idée c'est 2 chances sur 12. Coagulante réussie ça va être une chance sur 3. Et majeur c'est une chance sur 2. et Donc les une chance sur 6, réussites, une chance le sur. prix. Et le Combien prix coûte c'est les 20, 35 et 50 ducats. Moi, je pense que j'aimerais bien prendre 2 potions coagulantes réussites, si possible. Donc 2 potions coagulantes réussies à 35 ducats chacune, donc ça ferait 70. Après avoir les négociations. Quelqu'un note là la liste de courses? Ou faut que je Moi, le fasse suis moi? jeune, ce que je Ticket de prends. caisse. Oui, très bien. Donc note ce que tu prends parce que plus t'en prends, plus la négociation se passera bien. Enfin, sauf si tu ne veux pas négocier, ok, y a pas de souci. C'est vrai qu'il a une famille, le vendeur aussi. Rappelle-moi celles qui sont à Oui. 50 déjà leurs effets. De quoi? Les effets de quoi? Celles qui sont à 50, les réussites. C'est une chance sur 2 de soigner les hémorragies. Et là, c'est bien 50 du cas. Oui. Sachant que ça consomme une action de prendre une potion, je le rappelle. Au cas où. Et bon, l'autre elle écrit Harry Potter, je vais péter un plan. On entend te taper depuis 10 minutes. L'idée, normalement, t'as écrit x2 potion coagulante 70 du cas. Enfin, je vais péter un plan. Ok, bah dans ce cas, moi dans mon petit panier, je vais prendre 6 potions coagulantes à 50. Ok, d'accord. Attends, Il y a des gens qui sont Edwin, riches, hein. Combien? Oui, dis-moi. Edwin, on n'a pas parlé Le de poteau de est ta en train de bourse. vider le Je parle de mes bons. le rayon. Non mais non. Non, C'est un peu étrange, je trouve qu'on n'est pas encore assez proche pour ça, mais. non, mais Et- sans vouloir être Mais trop ma bourse est bien intrusive. pleine. Oui. Ah, Ah, les humains. Et Leur cerveau est en attention, je précise, bonjour. Je précise que en fait je n'ai plus rien chez moi, j'ai tout abandonné comme toi pour partir. hmm. Donc, je ne suis pas un noble. Enfin, je suis une noble personne, oui, mais je n'ai pas de titre de noblesse. Je vois, donc tu as pris toutes tes économies. Je C'est ne pour suis ça qu'un que homme. tu sembles très fourni en argent. Beau. Non, Oui. alors, non, oui, non. Bref, On se comprend, on se comprend. donc voilà. Est-ce que tu veux prendre autre chose peut-être? Tu as d'autres idées de potions? Des potions de soins peut-être. Oui. Alors le rayon de potions de soins, ça tombe bien puisqu'il est littéralement vous retournez et oh des potions de soins. Alors il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup puisque là ça fait toute la longueur du rayon de potions de soins. Donc vous avez les potions de soins mineures à 30 du cas, réussi 45, majeur 80. Les potions de soins avancées mineures 150, avancées réussies 195, avancées majeures 250 et les potions de soins parfaites 820. Et elles sont un tout petit peu décalées et elles sont dans un bloc de verre. Ouais, mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin dans le rayon, on peut rester vers la même gamme de prix que les potions de coagulation, genre. Donc enfin, 45, maximum donc des potions de 50. soins réussies. Ouais, max 50. Ok, donc ça va être tes potions de soins réussies, ça rend entre 6 et 16 points de vie. Ok. Par potion. De toute façon, moi tout. J'ai une question au grand MJ. Oui, c'est moi. Ah non, attends, oublie. Dis-moi. Oui. La monnaie chez vous en Citra, c'est pareil, c'est du ducat ou Oui. c'est une monnaie différente? Non, c'est du C'est cas. partout pareil. Merci, Kazir.
Non mais je réponds parce que il a pas la réponse en savais. fait. Ah c'est ça, Chad. Ah, Ouais. ok. Ah, tu nous as Parce dit, parce qu'en tu fait, dis pas partout. Officiellement, voilà, officiellement c'est le ducat, c'est la monnaie de Sikra et c'est à Comines que c'est une autre monnaie. Mais pour l'instant, on ne se prend pas la tête avec ça. Ah, reçu. Bien pris. Et les potions de soins mineurs soignent combien de vie? Entre 4 et 10. 4 et 10. Et bah, tu sais quoi, tu vas me rajouter 6 potions comme ça. À 4 et 10 ou à 45? Ouais. Les... cinq, Ah, seize. c'est à 45. Celle à 45? Ok, très bien. Donc pour l'instant, on est à x6 coagulant réussi. Evelyne, tu notes ta liste à toi? Oui. Ok, parfait. Très bien. J'attends toujours à voir là, un petit marchand, petit apothicaire. qui passe Attends, j'ai fait les courses, Kadir, j'ai fait les courses.